Évidemment, un peu de provocation dans cette question. C'est demain, 8 mars, une journée spéciale. On pose la question à nos invités dans quelques instants. Mais avant ça, voici l'essentiel de l'actualité. Et pour commencer, nous allons prendre la direction du Venezuela, Thomas. Oui, Hugo Chavez sera embaumé comme Lénine. Annonce faite ce soir par le président par intérim Nicolás Maduro. Les obsèques auront bien lieu ensuite demain, vendredi. Et face à cette foule, à ces milliers de Vénézuéliens qui se pressent pour le voir depuis hier, son corps sera visible au moins 7 jours de plus dans une caserne militaire de Caracas. François-Xavier Ménage et Sébastien Savoie sont les envoyés spéciaux de BFM TV sur place. Voici leur reportage. Au pied des quartiers pauvres, une foule immense, certains habitants levés depuis 2 heures du matin pour espérer saluer la dépouille du président Chavez. Parmi eux, Carmen et cet hommage, un médaillon et une croix accrochée près du cœur. Hugo Chavez vit encore dans nos âmes, dans notre cœur, dans nos vies, à côté de nos enfants. Chavez, on t'aimera jusqu'à la fin, jusqu'à notre mort, à nous. Les drapeaux sont en berne dans toute la ville, mais celui-ci est porté haut et fort par un public presque en transe. Chaleur suffocante, de l'eau distribuée pour ceux qui attendent depuis 10 heures au soleil. De partout, les supporters du commandante convergent. L'armée doit faire barrage, non sans mal. La peine, elle, s'exprime de manière fort différente d'une personne à l'autre. Sa voix va nous manquer, ses idées, ses discours, son sourire, son amour envers le peuple. Mais il va rester notre président Chavez, quoi qu'on en dise. C'est dur pour vous ? Oui, c'est très dur pour nous et pour le pays, mais Chavez va vivre encore dans nos cœurs. La file d'attente dépassait tout à l'heure plusieurs kilomètres dans le centre-ville de Caracas. Les habitants, et qui comptent bien passer la nuit s'il le faut, pour dire un dernier hommage à Hugo Chavez avant ses obsèques nationales. Et nous nous rendrons au Venezuela en direct dans nos prochaines éditions. Retour en France maintenant. Avec le congé parental au cœur de la Convention de l'égalité aujourd'hui à la Villette à Paris, à la veille de la Journée de la femme, le chef de l'État n'a pas fait d'annonce concrète ce soir, mais on sait déjà que la réforme passera notamment par une modification du calendrier de ces fameux congés. Un rassemblement de plusieurs centaines de salariés de Goodyear a tourné à l'affrontement avec les forces de l'ordre aujourd'hui devant le siège social du groupe à Rueil-Malmaison. Les salariés étaient là à l'occasion d'un nouveau comité central d'entreprise sur la fermeture de l'usine d'Amiens Nord. Les échanges ont été musclés, vous le voyez sur ces images. Au total, 19 policiers ont été blessés, 6 ouvriers de Goodyear également avec 14 jours d'incapacité de travail et une personne a été interpellée. Les discussions sur les retraites complémentaires, les partenaires sociaux n'ont pas réussi à trouver un accord lors de la 6e séance de négociation. Une prochaine rencontre est donc prévue le 13 mars prochain. Pourtant, l'urgence est bien réelle. La prévision du déficit des caisses de retraite est estimée à 20 milliards en 2020. Une question à venir et elle concerne nos portefeuilles. Oui, allons-nous payer notre amende de stationnement 35 € au lieu des 17 € en vigueur? La question est en tout cas posée par le gouvernement. En clair, les PV de stationnement pourraient augmenter pour permettre aux collectivités locales de contribuer au financement du Grand Paris. Une annonce qui ne convainc pas du tout l'association 40 millions d'automobilistes. En 10 ans, il y a eu une suppression de 30% du nombre de parkings, que les parkings souterrains sont extraordinairement chers et que finalement, on va encore pénaliser les gens modestes qui cherchent à se garer, qui ont beaucoup de mal. Donc on essaie de rejeter en dehors de la ville de Paris des automobilistes et souvent des gens qui n'ont pas d'autre solution, puisqu'ils viennent souvent de la banlieue, et ils n'ont pas d'autre solution pour pouvoir aller travailler, par exemple. La visite surprise du ministre de la Défense au Mali aujourd'hui. Oui, Jean-Yves Le Drian est arrivé ce matin pour une visite aux troupes françaises qui combattent les islamistes depuis maintenant 2 mois. Objectif, bien sûr, encourager les soldats. Visite qui intervient au lendemain de la mort d'un 4e soldat français. Laetitia Soudi et Guillaume Bernard sont les envoyés spéciaux de BFM TV sur place.
Jean-Yves Le Drian est venu à Gao notamment pour soutenir les troupes au lendemain de la mort du brigadier-chef Pingo qui était basé ici. Le ministre de la Défense a donc tenu à rendre hommage aux 4 soldats français morts depuis le début de l'intervention. Il a également tenu à féliciter les militaires pour leur courage, leur sang-froid et leur détermination. Près de 2 mois après le début de l'opération Serval, le ministre de la Défense tire un bilan positif de cette intervention. On arrive au bout de même pas 2 mois, alors qu'il n'y avait rien le 11 janvier, à libérer la presque totalité du territoire. Et tous les jours, il y a des combats violents où certains de nos soldats laissent leur vie pour reconquérir, reprendre l'ensemble du territoire malien dans une progression régulière. Je trouve que nous avons une opération militaire extrêmement bien menée, avec une lucidité tactique de nos chefs, à laquelle je tiens à rendre hommage. Les forces françaises sont actuellement dans la phase ultime de l'intervention, une phase qui pourrait durer tout le mois de mars. Ensuite, leur mission ne sera pas terminée, mais les troupes pourraient commencer à repartir dès le mois d'avril. Les forces africaines, sous l'égide de l'ONU, prendraient alors le relais. Et toujours au Mali, un djihadiste présumé franco-malien de 25 ans a été expulsé mardi vers la France et placé en garde à vue à la DCRI. Ibrahim Aziz Ouattara, qui avait été arrêté au Mali en novembre dernier, est soupçonné d'avoir cherché à rejoindre des groupes djihadistes opérant dans la région. Sachez également qu'un autre Français ferait partie des 5 djihadistes arrêtés ces derniers jours dans le pays. 2 jeunes hommes ont été interpellés ce matin à Marignane dans les Bouches-du-Rhône. Selon le ministre de l'Intérieur, ils sont soupçonnés de préparer des attaques de terrorisme, bien sûr avec des possessions d'armes et des fabriques aussi d'explosifs. L'un d'eux aurait été repéré sur Internet où il aurait tenu des propos à caractère islamiste radical. L'adieu poignant à Stéphane Hessel, qui est mort la semaine dernière, il avait 95 ans. Ouais, cérémonie nationale ce matin aux Invalides. François Hollande a salué une conscience, un grand Français, un juste. Les honneurs militaires ont ensuite été rendus à l'ancien résistant avant son inhumation au cimetière du Montparnasse. La Ligue Europa et Bordeaux battus à Lisbonne. Les Girondins s'inclinent 1-0, but de Carasso contre son camp à la 21e minute. Il faudra donc gagner au moins par 2-0 au match retour pour espérer se qualifier pour l'écart de finale. C'est un peu dur, on peut le donner à Rodrigo aussi le but. Parce que le gardien, oui. Bon. Allez, un coup d'œil à la météo, les prévisions pour demain. Avec toujours beaucoup de pluie et de vent en Méditerranée demain matin, des précipitations plus modérées au centre et quelques ondées au nord. Il fera 1 degré à Strasbourg, 4 à Grenoble et 9 à Paris. L'après-midi, le vent sera moins fort dans le sud-est. Sur les autres régions, des nuages et un peu de pluie. Les températures restent douces de 9 à 21 degrés. 23h07, nous sommes le 7 mars. Demain, 8 mars, journée internationale des femmes. Est-ce que cette journée sert vraiment à quelque chose? Nous posons la question avec un peu de provocation évidemment à nos invités. Bonsoir Lydia Guérousse. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Futur au Féminin, fondatrice de la cellule SOS Harcèlement Sexuel et membre de l'UDI. Bonsoir Eric Brunet. Bonsoir. Essayiste, éditorialiste BFM TV et féministe. On va s'en rendre compte dans quelques instants. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir. Journaliste, écrivain avec nous également Géraldine Poirot-Gauvin. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire nationale de l'UMP en charge de la modernisation des pratiques politiques. Géraldine Poirot-Gauvin, ça sert à quelque chose, une journée des femmes? Écoutez, demain, nous allons avoir toutes les larmes de crocodile de tout, des médias, des partis politiques. Tout le monde va pleurer sur la situation des femmes. Et puis pendant 364 autres jours, tout le monde va oublier les grandes thématiques pour lesquelles nous nous battons, nous les femmes, pour qu'on ait plus de droits dans ce pays. Et donc, on ne va pas cracher sur la journée de la femme, parce que c'est toujours ça. Mais pour l'instant, je trouve que les femmes doivent se révolter davantage pour qu'on parle plus de tous les problèmes des femmes au quotidien. Je ne parle pas uniquement des femmes journalistes, des femmes politiques, mais des femmes au quotidien, donc tout au long de l'année. Donc on est à l'heure de Stéphane Hessel qui, on rend hommage à ce grand homme qui disait indignez-vous. Maintenant, j'ai envie de dire aux femmes, engagez-vous et exigez la parité, etc., etc. Lydia Guérousse. Moi, mon opinion est tout à fait claire. Je pense que la journée de la femme ne sert strictement à rien. Je l'ai déjà dit l'année dernière. Pour moi, c'est une journée qui est sexiste, stigmatisante,
inutile, totalement inutile. C'est une journée que l'on célèbre donc le 8 mars. En France, on a des journées comme ça dédiées aux maladies, la journée de la lutte contre le sida, la journée pour la recherche contre le cancer, et puis on a la journée de la femme. Alors cette journée, qu'est-ce qu'elle nous renvoie comme message? Que les femmes seraient une minorité ou une maladie. Je trouve ça totalement suranné. Je trouve que ça relève du folklore, et je trouve qu'il serait bon d'arrêter la célébration de cette journée qui permet juste une chose, d'inviter dans des associations qui sont subventionnées massivement par l'argent public des hommes politiques qui viennent faire de grands discours, de grandes déclarations, des propositions qui sont quasiment jamais suivies d'effets. Donc pour moi, la journée de la femme, il faut dire stop, et il faut poursuivre le travail tout au long de l'année en réunissant toutes les parties prenantes pour faire progresser le débat. André Berkoff. Lydie Gurousse a dit exactement ce que j'allais dire, donc c'est très embêtant. Merci d'être venu, André. Désolé, André Berkoff. Je voudrais simplement ajouter qu'à ce moment-là, il faudrait que les femmes, comme vous et comme d'autres, manifestent pour supprimer cette chose qui me paraît non seulement ridicule, mais infamante, qui est la journée de la femme, comme il y a une journée desquels des chiens battus. C'est l'action que j'ai menée l'année dernière. Oui, mais alors il faudrait que vous fassiez massivement. Faites des secrétaires. Demain, le 8 mars, il faut que toutes les femmes et les hommes manifestent effectivement pour la suppression définitive de ce gadget grotesque qui ne sert effectivement qu'à la pub et à certaines politiques. Alors attendez, excusez-moi, je vous coupe un instant parce que le gadget en question, il prend de l'ampleur. Ce soir, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui lance la séance. Éric Brunet, c'est François Hollande qui monte à la tribune avec le pupitre égalité homme-femme et le logo de la journée de demain. Mais elle a raison, Lydia, c'est un truc de gauche. Je me souviens, j'étais gamin, mais ça existait déjà. Et alors ça m'étonne assez peu. Expliquer. Bien évidemment, le féminisme, c'est une idée magnifique, mais il a toujours été confisqué par une gauche idiote, navrante de bêtises dans les années 70. Le combat des femmes a été confisqué par cette espèce de gauche babacoulisante. Et malheureusement, l'idée féministe est toujours là, mais encore une fois, elle a été dévoyée par la gauche. Moi, je suis féministe parce que Margaret Thatcher, parce que Golda Meir, parce que Christine Lagarde, parce que les femmes sont magnifiques quand elles occupent le pouvoir. Il n'y a que les femmes qui ont des couilles. Mais oui, non, c'est pas vrai. Mais simplement, il faut que les femmes arrêtent de se battre pour des concepts de gauche qui sont des quotas, l'équité absolue, etc. Moi, je souhaite qu'elles prennent le pouvoir. Elles sont belles quand elles dirigent le monde. Elles sont efficaces aussi quand elles dirigent le monde. Parce qu'Édith Cresson aussi. Parce que pourquoi pas par Christiane Taubira. C'est vrai ce qui on l'a vu pendant la campagne électorale, les questions des femmes et la question du féminisme a été monopolisée par les associations de gauche. Et on dit toujours le féminisme, comme si le féminisme, il n'y en avait qu'un seul. Et c'est ce que je vous disais avant qu'on arrive à l'antenne. Il y a des féminismes. Moi, je défends un féminisme pragmatique, je défends un féminisme républicain, un féminisme avec les hommes. Je veux des propositions, j'en ai assez. Je suis une jeune femme, féministe engagée. J'en ai assez de cette journée et de ce féminisme où on a toujours les mêmes constats et jamais de propositions. Juste un mot, justement, je voudrais un peu élargir géographiquement le débat. Il faut quand même savoir qu'il y a aujourd'hui de par le monde des femmes qui souffrent dans leur chair, dans leur vie. C'est pour ça que c'est la journée internationale. Non, je veux dire, c'est extrêmement important de voir, par exemple, cette Égyptienne et drôle qui souffre pour leur vie. C'est-à-dire qui risquent leur vie en se battant, parce qu'il faut savoir que si en France, quand même, la situation n'est pas la même, mais dans beaucoup de pays du monde, dans le sud, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même du tout. Et il y a des femmes qui risquent leur vie tous les jours, qui se font lapider ou battre, etc. Ça, c'est extrêmement important. Il faut aussi être internationaliste et mondialiste là-dessus, et se battre là-dessus. Tout ça sont effectivement des sujets extrêmement importants, et donc c'est l'occasion de rappeler ces combats-là aussi. Mais en France, il y a beaucoup à faire. Et je suis désolée, on a eu un gouvernement qui nous a mis une image, un gouvernement paritaire, avec des femmes gadgets. En tout cas, ça existe. Dans les faits, c'est là. Oui, ça existe. Mais on va pas faire le excusez-moi. On va pas faire le procès du gouvernement. Et c'est Géraldine Port-Gauvin qui termine sa phrase. Vous avez 34% de femmes dans les cabinets ministériels. Le cabinet de la ministre des Droits des femmes. Guirousse, après, je vais être obligée de vous couper la parole. On s'est déjà la journée des femmes et je vais avoir un courrier monstre. Le personnage clé du cabinet de la ministre
ministres des droits des femmes sont des hommes. Le directeur de cabinet, Mais vous venez à l'instant de demander que ça se produise. Vous venez à l'instant de dire je veux parler de féminisme avec des hommes. Il n'y a pas de parité. Non. Je parler de parité. Non, mais en tout cas, ce gouvernement donne une image, mais après, il n'y a plus rien. Il ne se passe plus rien. Et la pauvre Najat Belkacem, elle est obligée de venir plaider pour son ministère, pour le maintien de son Marocain. Mais elle a, depuis que Hollande est au pouvoir, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est obligé de parler de politique. Parce que aujourd'hui, la plupart des femmes vous disent non, mais tu sais, moi je suis féminine, je ne suis pas féministe. Pourquoi disent-elles ça? Parce qu'il y a une régression intellectuelle depuis 30 ans? Non, pas du tout. Parce que le combat féministe a tellement été mais lapidé par la gauche mal pensante pendant 20 ans qu'aujourd'hui ça devient nauséabond. Elle n'ose plus, tellement le féminisme a été dévoyé. C'est la faute des femmes de droite, elles n'ont qu'à s'engager. Vous l'êtes. Mais si, mais il n'y a pas assez de femmes courageuses à droite. Parce que les femmes n'ont plus le courage de dire je suis féministe. Excusez-moi, messieurs, dames, parce que là on comprend plus rien. Tout le monde parle en même temps. Vous parlez de politique et de femmes politiques. Demain, la Parisienne Magazine sort une grande interview de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui parle donc de son engagement politique, mais aussi de son rôle de maman, de femme. Voilà ce qu'elle dit au sujet de Ségolène Royal. Et là, pour le coup, c'est pas très sympa. Elle s'est construite politiquement en parallèle à François Hollande. L'issue n'a pas été en sa faveur. Elle en est à attendre que son ex la nomme quelque part. Oui, alors, André Berkoff. Ceux qui prouvent que la femme politique est un homme comme un autre. C'est très simple. Elle a les mêmes réflexes de rivalité, les mêmes réflexes de pouvoir, les mêmes avidités, etc. Nathalie Kosciusko-Morizet se bat pour la mairie de Paris. Tous les hommes sont bons, à gauche comme à droite. Je suis un peu en désaccord là-dessus parce que la gauche n'a pas le monopole des déviations. C'est très bien que la droite aussi a fait beaucoup de conneries en la matière. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que on accorde l'égalité des droits après que le meilleur gagne ou que la meilleure gagne. Mais que ce ne soit pas une espèce de lutte comme ça de secteur ou de secte. Non mais ce que je veux dire très rapidement, c'est qu'il y a deux visions du monde qui s'architecturent autour d'une vision de gauche et de droite. Et le féminisme n'échappe pas à cette règle. La vision de gauche, c'est des quotas, des droits, de l'égalité. La vision de droite, c'est du mérite. Oui, et moi, je préfère les femmes méritantes. Voilà, c'est pour ça. Alors, attendez, excusez-moi, en réponse d'une femme de droite. On est obligé d'y passer par les quotas. Quand on regarde les élections législatives, on est obligé de donner des pénalités aux partis politiques pour qu'ils investissent des femmes. Mon parti, qui est l'UMP, va payer 20 millions d'euros de pénalités pour non-respect de la loi. Et ça me fait mal au cœur de savoir que cet argent va être investi, pas être investi pour la reconquête du pouvoir. Et alors qu'aux élections municipales, la parité est obligatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas déposer une liste si la parité n'est pas respectée. Et donc, il faut forcément de la contrainte. On est obligé d'y venir parce que ce n'est pas naturel. Et je suis désolée, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est dommage qu'elle ait cette phrase malheureuse parce que moi, je trouve que Ségolène Royal, qui est une femme de gauche, a beaucoup de mérite et que contrairement à certaines femmes de droite qui sont les filles de ou qui ont réussi, les sœurs d'eux, etc., qui ont réussi à s'imposer. On ne va pas non plus leur enlever tout mérite. Non, c'est pas ça. Mais dans un sens ou dans l'autre. Non, je ne s'agit pas de leur enlever du mérite, mais simplement, c'est un peu facile d'attaquer Ségolène Royal là-dessus, quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes de droite qui sont les filles de... Ça démontre ce que vous disiez, André Berkoff, c'est que les femmes politiques sont des hommes comme les autres. Et elles ont les mêmes travers qu'il y a un clivage. Ici, Lydia Guéos, vous considérez que, comme une femme, vous êtes une femme politique? En devenir, oui. Vous vous reconnaissez dans la phrase d'André Berkoff? Mais évidemment, je pense que les femmes politiques ne sont pas plus vertueuses que les hommes politiques. Et par exemple, dans le monde de l'entreprise, les femmes ne sont pas de meilleurs gestionnaires que les hommes. Et c'était la phrase malheureuse de Ségolène Royal qui disait que les femmes avaient de meilleurs résultats lorsqu'elles géraient les entreprises parce qu'elles avaient l'habitude de gérer l'argent du ménage, ce qui renvoie immédiatement les femmes à leur statut éventuel de ménagère. Enfin, moi, j'ai totalement... je désapprouve totalement cette phrase malheureuse de Ségolène Royal, mais oui, les femmes politiques sont des hommes politiques comme les autres. Et par contre, je pense qu'il faut en effet qu'il y ait des quotas, mais pendant un temps donné, afin de rétablir une forme d'équité entre les hommes et les femmes. Éric Brunet, et de toute façon, la meilleure solution, ça serait cette loi sur le cumul des mandats qu'il faut absolument mettre en place, qu'encore une fois, François Hollande a reculé à 2017. Encore une manœuvre politicienne que je regrette, et je pense qu'il faut aussi une limitation. Et une nouvelle pierre dans son jardin. Et on va arrêter là parce qu'il n'y a personne pour les défendre. Éric Brunet, on est en 2013, 9 mois de gauche, 10 ans de droite. Ce que je veux dire, c'est qu'on en est ce soir à parler de la journée des femmes et de parité et d'égalité. Vous nous dites c'est un problème de gauche.
Il y a eu 10 ans de droite, mais pas nécessairement fait avancer les choses. Mais chacun sait que la droite honteuse est pire que la gauche. Mais je ne parlais pas là d'UMP ou de Parti Socialiste. Je vous parle de ce substrat culturel qui s'est emparé de l'idée féministe après 68 dans les années 70 et qui a marqué à tout jamais, c'est une lutte des classes, et qui a marqué à tout jamais le combat féministe. Aujourd'hui, quand vous parlez à quelqu'un d'une femme féministe, on se bouche le nez, on imagine la vieille lesbienne qui se lave pas tous les soirs, vous voyez, c'est ça. Et malheureusement, l'idée féministe est trop marquée par cette idée-là. Justement, vous parlez de caricature, je viens d'entendre ce mot-là, André Berkoff, je donne la parole dans un instant, mais je voudrais vous faire commenter une image. Ces derniers mois, la cause féministe, pour beaucoup, ce n'est pas la réalité, mais pour beaucoup, ce sont les fémènes. Ce sont ces femmes qui viennent... Qu'il faut interdire en France. Bah écoutez, en tout cas, elles sont arrivées d'Ukraine en France. Elles se sont installées dans le 18e arrondissement de Paris. Ce sont des femmes qui, seins nus, font des coups d'éclat. Alors la dernière fois, c'était à la cathédrale de Paris, quand le pape a démissionné. Voilà. On va pas parler très longtemps des fémènes. Les fémènes sont aux féministes ce que Lady Gaga est à Maria Callas. Alors je veux dire, ne restons pas sur les fémènes. C'est un phénomène de cirque assez amusant et qui ne prenne mais quand même, c'est une réalité, ça existe. Non mais attendez. Moi je voudrais dire une chose. Je voudrais quand même dire une chose, et là je voudrais dire à Eric, du point de vue de la politique, allons vraiment. Qu'est-ce qui a été le plus important pour le féminisme? Je veux vous dire, la pilule, monsieur Lucien Neuwirth, et l'IVG, par exemple. Non, je veux dire par là que les principales victoires, il ne faut pas oublier ça. L'égalité salariale, la pilule et l'IVG. Je suis d'accord. L'IVG, pour revenir sur l'IVG, qui est quand même une avancée fondamentale. Vous connaissez les chiffres. L'IVG a augmenté, il a explosé chez les jeunes. Chez les 15-17 ans, il y a plus de 11 000 IVG. Chez les 17-18 ans, il y a 17 000 IVG. Je vais te dire ce qui a fait avancer. Et ensuite, ça passe à 52 000. Je vais te dire ce qui a fait avancer la cause féminine. Moi, j'ai la conviction que ce qui a fait avancer, par exemple, l'intégration en France, c'est Barack Obama et Lewis Hamilton, ce champion de Formule 1 métis britannique. Et que ça a servi davantage la cause de l'intégration que tous les discours des députaillons de gauche. Et bien de la même façon, les modèles qui sont érigés dans notre société, les modèles de femmes qui réussissent, sont vraiment ceux qui font avancer la cause des femmes. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure avec un demi-clin d'œil seulement de Margaret Thatcher. Je trouve que les femmes, prenons Madame Lagarde. Voilà, Madame Lagarde, voilà quelqu'un qui donne envie, j'imagine, à des milliers de femmes, de jeunes filles françaises, de s'engager, de diriger des entreprises, d'aller dans les grands cabinets anglo-saxons. Excusez-moi, je vais poser une question, si vous me permettez. Je rebondis sur ce que vous venez de dire, Eric Brunet. Des femmes à des postes clés, des femmes qui peuvent symboliser quelque chose, une forme de réussite, une aspiration, il en existe. Le gouvernement, il y en a dans ce gouvernement. Vous parlez de Christine Lagarde, il y a des capitaines d'industrie, la patronne des patrons est une femme. Laurence Parisot. Malgré tout, on est toujours là à en parler. Mais oui, mais enfin, la cause des femmes avance. On a l'impression que... c'est la question que je vous pose. Non, mais on n'est plus dans les années 60. Elle avance, la cause des femmes, lentement, progressivement. Elle avance davantage grâce à Madame Parisot que grâce au quota. Je suis désolé. Je crois qu'en fait, il faut séparer deux choses, enfin ne pas oublier quelque chose. Il y a la politique, il y a les mœurs, et il y a les comportements. Je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui existent parce qu'elles font dans l'artistique, parce qu'elles font dans l'entreprise et pas seulement dans la politique. Il ne faut pas réduire le rôle des femmes à la politique, c'est totalement réducteur. Et il y a des exemples de femmes qui font des choses formidables dans le sport, dans l'aventure. Vous avez des femmes extraordinaires et elles sont des modèles. Mais elles sont des modèles formidables. Les projecteurs ne sont pas sur elles. Oui. Et on a besoin d'exemples pour pouvoir avancer et casser quelque part ces complexes qu'on peut avoir quand on n'a pas d'exemple. Vous preniez l'exemple des personnes issues de l'immigration. J'en suis une. Sans exemple, sans personne, sans référent en fait. On a ces complexes et on s'auto-censure. Et il faut absolument mettre le projecteur sur ces femmes-là. Il y en a eu sous le gouvernement de Sarkozy avec Christine Lagarde. Qui s'est peu exprimée. Oui, non, parce qu'on sait très bien de parler des exemples, de l'image, des médias. C'est essentiel. Et moi, je pense aussi à toutes les femmes dans leur vie quotidienne, qui ont des difficultés à exercer une activité professionnelle parce qu'elles n'ont pas de mode de garde, qu'on a des politiques publiques à mettre en place. C'est un sujet dont on ne parle plus sous François Hollande, malheureusement. La petite enfance, c'est essentiel, c'est ce que je voulais dire. Oui, et c'est le combat d'élus au quotidien. C'est un combat qui se voit peut-être moins, mais il faut absolument penser à ces femmes qui travaillent, qui sont dans l'entreprise, qui ont des activités parfois la nuit. Moi, je pense à toutes ces femmes-là, et le combat des femmes politiques, c'est pas que le combat pour les femmes politiques, c'est aussi pour toutes les femmes qui galèrent dans leur vie quotidienne. Les femmes sont là pour travailler pour l'ensemble des citoyens, hommes et femmes. Quand
on s'engage dans la vie politique, la vie publique, ce n'est pas pour une communauté ou pour une minorité, c'est pour l'ensemble des citoyens, c'est pour aller vers l'intérêt général et le mieux vivre. Et vous vous rendrez compte, le jour où vous serez élu, qu'il y a beaucoup de difficultés pour beaucoup de femmes, de nos concitoyens. Qu'il y a un sexisme ordinaire et un machisme ordinaire. Je suis présidente d'une association féministe, je connais les difficultés des femmes au quotidien. Quel doit être, il nous reste une minute selon vous, si jamais il y avait un chantier prioritaire, s'il y avait une priorité à l'égalité salariale, quand même. L'égalité salariale. Plus de 20% d'écart, encore, hommes-femmes. C'est dégueulasse. Ça, c'est la survivance d'un truc qui est tellement... Il y a deux femmes, un garçon et une fille qui font les secs, et il y en a un qui touche 3 000 € et l'autre 4 000. C'est profondément injuste. Je dirais la diminution de la violence faite aux femmes. Il y a quand même un problème physique, il y a un problème de situation. Et franchement, moi, je regardais encore un reportage sur tel ou tel fait divers, d'ailleurs sur votre chaîne. Je trouve terrifiant qu'aujourd'hui encore, là je parle de la France, je parle pas des autres pays, que vous avez encore une violence, que ce soit conjugale, que ce soit autre. Cette violence faite aux femmes est quelque chose d'obscène, d'inadmissible, qu'il faut combattre par tous les moyens. Et elle existe. Et la sanction également. Oui, alors sur le congé parental là, qui est proposé par François Hollande aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux, c'est-à-dire que comme les femmes sont moins bien payées, c'est souvent elles qui restent à la maison pour garder les enfants, et donc d'où le congé parental. Alors on est en train de faire des mesures... C'est sensiblement la même proposition que celle que Nicolas Sarkozy souhaitait faire. Donc là, vous pouvez pas dire quelque chose de vicieux. Non, mais je dis pas que c'est vicieux la proposition, je dis qu'on est dans un cercle vicieux parce que comme les femmes sont moins bien payées que les hommes, ce sont les femmes qui abandonnent leur travail pour garder les enfants les 3 ans qui précèdent l'école maternelle. Donc aujourd'hui, c'est très bien de faire cette mesure-là, parce que c'est la base, c'est l'égalité salariale. Mais s'il n'y a pas d'emploi, de toute façon, il n'y a pas de congé parental. Donc il faut s'attaquer à l'emploi. Je vais vous dire un truc, Jean-Baptiste. Et on va terminer en 3 secondes parce que le temps qui nous est imparti est écoulé. J'ai toujours été davantage séduit par les femmes qui travaillaient. Je ne sais pas pourquoi. C'est curieux. Parce que c'est normal, peut-être. Peut-être. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir participé à cette conversation passionnée. Dans un instant, nouveau journal, nous allons prendre la direction du Venezuela parce que les nouvelles ce soir continuent d'évoluer. L'engouement est tel autour de la dépouille d'Hugo Chavez que son corps sera embaumé et présenté à la foule 7 jours supplémentaires. Il y a des dizaines de milliers de personnes à Caracas qui veulent s'approcher de lui. On s'y rend dans quelques instants, tout de suite. On réveille dans l'actualité ce matin, évidemment, l'ultime. Chaque matin. Il vit dans un autre monde, il vit dans le... Comme 2,5 millions de Français, l'un d'entre eux vient d'être sauvé. De 6h à 8h30, rejoignez Première Édition. Et de 8h30 à 9h, Bourdin Direct. Les syndicats de la SNCF et d'Air France mettent le gouvernement sous pression. Merci d'être avec nous. Quasiment 1 million pour Hollande. Ce matin, Carole, il est tout nu. C'est gai ça encore. Au sujet de la crise de l'euro, il y a du scepticisme et une alerte aux très fortes vagues. Je vous promets, ça va être très bien. Des questions commencent à être posées. Moi j'ai des réponses, on en débat tout simplement. Grand chose qui fasse peur. Elle a des arrière-pensées. BFM TV, première chaîne d'info de France. C'est l'opération anniversaire. Anniversaire. Vous achetez un pneu Uniroyal et le deuxième est à moins 50%. Royal, non? Je dirais même Uniroyal. Feu vert. La patte de l'expert. Bigard, Bigard. Le vacher malin Bigard, 100% bœuf français. Tout rond et tellement bon. Ah, c'est malin. Ça, c'est Bigard. Découvrez la nouvelle Chevrolet Spark. Certaines voitures vous vont mieux que d'autres. Chevrolet Spark, à partir de 6 490 € sans condition.